Bonjour les podcasteurs, comment allez-vous? À présent nous allons nous attacher aux preuves de la théorie de la relativité générale. Ce cours aura la particularité de pouvoir être interrompu par un contradicteur. Pour commencer, rappelons ce qu'est la théorie de relativité générale. La relativité générale, c'est une théorie de la gravitation qui a été proposée par Albert Einstein en 1915-1916. Ah oui, c'est un comble. Une théorie de la gravitation, sans aucune force de gravité. Pourquoi cette théorie a-t-elle été proposée? La mécanique newtonienne avec la formule F égale gmr au carré ne suffisait-elle pas? Une propriété de cette force-là, c'est qu'il n'y a pas le temps là-dedans. Et si vous imaginez que instantanément j'arrive à changer une des caractéristiques, par exemple si je change la masse qui est ici, poum, instantanément si je change la masse du Soleil, cette formule-là vous dit que partout dans l'espace, poum, le champ gravitationnel va changer instantanément dans tout l'espace. Hein, il n'y a pas le temps là-dedans. Donc ça c'est contraire en fait au postulat de la relativité restreinte selon lesquels rien ne peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Vous imaginez quelque chose qui n'existe pas dans la nature. La masse gravitationnelle d'un corps n'augmente pas. Elle ne disparaît pas non plus d'un coup. La masse gravitationnelle d'un corps est constante. Concrètement, quelles sont les preuves de cette théorie de la relativité générale? Une des conséquences de la relativité générale, des conséquences expérimentales, une des choses qu'on peut tester, c'est, comme tu l'as dit, c'est que la lumière peut être déviée par un champ gravitationnel. Ça, c'est quelque chose qui a été testé assez rapidement. Et en 1919, effectivement, Eddington. Un photon sans masse dévié par un champ gravitationnel, c'est paradoxal. Surtout, la déflexion gravitationnelle de la lumière est également prévue par la mécanique newtonienne. Ce que voulait montrer Eddington, enfin ce qu'il cherchait à faire, c'est voir si c'était la relativité générale qui avait raison ou bien la déviation newtonienne. Les résultats qu'il obtient, historiquement, c'est un peu bancal. Il y a beaucoup de débats pour savoir ce qu'il a fait de ces données. Il a été accusé parfois, une fois qu'il était mort, a été accusé d'avoir enlevé certaines données qu'il n'arrangeait pas pour garder les bonnes. Ces incertitudes de mesure peuvent aussi s'expliquer par l'effet de réfraction généré par la couronne solaire qui s'étend sur plusieurs rayons solaires. Un champ de gravitation dévie la trajectoire de la lumière, ça s'appelle les lentilles gravitationnelles. Donc en fait, quand on regarde certains objets dans le ciel, on voit que ils sont déformés. Les lentilles gravitationnelles s'expliquent tout autant en mécanique newtonienne. La différence étant que la source lumineuse est alors calculée 2 fois plus lointaine. Un autre test de la relativité générale, Shapiro se rend compte dans les années 60, il se rend compte que le temps de parcours de l'onde aller-retour entre la Terre et Vénus est aussi affecté par des effets de relativité générale, et c'est en parfait accord avec les prédictions de la relativité générale. Là aussi, le phénomène de réfraction pourrait expliquer le retard de l'effet Shapiro. Reprenons. D'un côté, la déviation de la lumière, les lentilles gravitationnelles et l'effet Shapiro peuvent s'expliquer par la théorie de la relativité générale, de l'autre cela pourrait s'expliquer par la force de gravité, complétée par l'effet de diffraction de la couronne solaire. Mais il ne s'agit là que d'observations astronomiques, où l'on ne peut pas faire varier les paramètres. Auriez-vous une vraie expérience à décrire? En appliquant les lois de la relativité générale à l'univers entier, et on obtient des choses complètement nouvelles en cosmologie. Dans les années 60, on découvre le rayonnement de fond cosmologique, et ça c'est vraiment une des preuves assez fortes du fait que l'univers est en expansion, et que c'est la cosmologie, il faut la faire avec la relativité générale, et pas autrement. Dire « il faut faire avec et pas autrement » est quand même un argument d'exclusion, totalement gratuit. Personnellement, l'explication des galaxies qui s'éloignent tout en restant au repos, sans vitesse d'éloignement, comme le représente ce cake au raisin qui gonfle, tout cela reste dur à avaler. D'ailleurs, Einstein, lui, ne l'a pas accepté tout de suite. Si Einstein lui-même n'a pas accepté de suite l'utilisation de la théorie de la relativité pour justifier l'expansion de l'univers, cela montre au moins que l'expansion de l'univers n'est pas une conséquence directe, donc une preuve de la théorie de la relativité. En cosmologie, on parle beaucoup des trous noirs. On étudiera le mouvement dans le voisinage d'un trou noir aussi, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un arrive dans un trou noir. Comment peut-on savoir ce qu'il se passe quand on rentre dans un trou noir, alors qu'on arrive difficilement à simplement les détecter? Un autre aspect intéressant d'Eddington, c'est que donc c'est lui qui a mis en évidence finalement, il a montré à tout le monde que la relativité générale avait raison, et par contre après ça va être un farouche opposant de l'idée des trous noirs par exemple. Pour lui c'est vraiment du délire, quoi. Eddington
fervent promoteur de la théorie de la relativité, qui refuse d'envisager le trou noir. Cela montre là aussi que le trou noir n'est pas non plus une conséquence de la théorie de la relativité. D'ailleurs, l'existence des trous noirs avait été envisagée dans le cadre de la mécanique newtonienne par Laplace en 1796, il y a plus de 200 ans. À vous entendre, tout pourrait s'expliquer avec la mécanique newtonienne. Le quasar, c'est un objet qui émet des ondes radio de manière extrêmement forte. On sait aujourd'hui que c'est relié à des objets extrêmement denses qui se trouvent là-dedans, qui peuvent être décrits que par la relativité générale. Non seulement dire qu'ils ne peuvent être décrits que par la relativité générale est un argument gratuit dénigrant toute autre explication, mais bien au contraire, la mesure de la dispersion du spectre électromagnétique reçu prouverait que le niveau d'énergie de l'onde influe sur sa vitesse de propagation. Est-ce vos seules preuves ? Les ondes gravitationnelles ne sont pas des vraies ondes physiques, ce sont des artefacts mathématiques. Les gens doutaient de la réalité physique de ça. Et le premier qui fait ça, c'est Weber, avec des grosses barres résonantes en métal. Ça fait vibrer la barre d'une certaine manière. Alors, il ne détecte rien, on est toujours aujourd'hui en train de chercher les ondes gravitationnelles. Précisons que depuis le tournage de cette vidéo, des ondes gravitationnelles auraient été détectées à plusieurs reprises par les miroirs de LIGO. La vibration de ces miroirs extrêmement sensibles pourrait aussi provenir de la réception de rayons gamma. Ce qui est certain, c'est que l'expérience des barres de Weber a été un échec total pour détecter ces ondes gravitationnelles. Encore une fois, il s'agit d'observations astronomiques. N'avez-vous pas une expérience relativiste à proposer plus concrète, plus proche de notre quotidien ? Donc la relativité générale, les gens voient qu'effectivement c'est un truc probablement intéressant, mais ça n'a pas tellement d'application même en astro, dans la vie de tous les jours certainement pas, c'est compliqué, et tout ce qu'on fait en physique, on peut le faire sans de toute façon. Les choses vont changer dans les années 60. Il y a l'expérience de Pound et Repka. Une des prédictions de la relativité générale, c'est que quand on est dans un champ de gravitation, le temps s'écoule différemment. Les deux horloges ne vont pas battre à la même fréquence. C'est vieux comme le monde. Les horloges de parquet de nos arrière-grands-parents ne battaient pas non plus à la même fréquence selon l'altitude. Et on ne l'imputait pas la variation du temps en fonction du champ gravitationnel. Pourquoi les horloges atomiques ne seraient-elles pas, elles aussi, tout simplement sensibles à la force de gravité ? La relativité générale, il y a certains aspects qui sont un peu dans l'inconscient collectif. Stephen Hawking, personne ne sait ce qu'il fait. Enfin, ce gars, c'est une superstar parce qu'il fait de la relativité générale. C'est quand même un truc de fou. Vous avez les trous de verre. Les trous de verre aussi, ça, c'est des choses que les gens ont entendues. Moi j'aime bien quand les voyageurs passent d'une époque à d'un lieu à un autre grâce au trou de verre. Dans la fiction, assez tôt, pour les gens qui ont lu Dune, vous avez l'idée que pour aller d'un endroit à un autre, on prend l'espace-temps, puis on plie, on met les trucs en contact, et le gars puis, il marche là, puis il se retrouve loin. Donc l'idée que l'espace-temps est quelque chose de malléable, qui peut se déformer, c'est aussi entré assez tôt, ça, finalement, dans l'histoire. Se référer à de la science-fiction plutôt qu'à une expérience, ça ne fait pas très sérieux pour un cours de faculté. D'ailleurs, nombre de scientifiques semblent douter de la réalité physique des trous de verre, comme par exemple le professeur Luminet. Et il est vraiment très précis sur un truc, il arrive vraiment bien à vulgariser de manière sérieuse. Les trous de verre, le professeur Luminet les qualifie de spéculatifs et d'hypothétiques. Concrètement, il fait remarquer qu'aucune fontaine blanche n'a jamais été observée. Vous êtes parti dans des considérations cosmologiques. N'avez-vous vraiment pas d'expérience à proposer plus proche de notre quotidien ? Dans la vie de tous les jours, on ne pourrait pas marcher sans la relativité générale. Il y a le GPS. C'est une légende urbaine. Cela relève aussi de l'inconscient collectif. En fait, il a été fait appel à la théorie de la relativité générale lors de la phase expérimentale, afin d'essayer de réduire les incertitudes de mesure. Aujourd'hui, le GPS fonctionne sans la théorie de la relativité, mais grâce à la triangulation réalisée par un 4e, voire un 5e satellite. La relativité générale explique l'avance du périgée de Mercure. Elle s'explique vraiment très bien avec la relativité générale. La démonstration relativiste apparaît critiquable si on prend le temps d'examiner le détail de ces équations. Et l'avance du périhélie de Mercure se démontre aussi très bien par la mécanique néo-newtonienne. La mécanique néo-newtonienne ? Je n'en ai jamais entendu parler. De quoi s'agit-il ? De la remplaçante de la relativité ?
Si la mécanique néo-newtonienne ressemble à une théorie nouvelle, ce n'est en fait tout simplement que la mécanique newtonienne sans supposer le principe d'équivalence. En effet, si Newton a été le premier à distinguer qualitativement la masse gravitationnelle de la masse inerte, à son époque, il n'était pas possible de les distinguer quantitativement tellement elles sont proches. À l'époque de Newton, les gens pensaient que sur Terre, il y avait une certaine mécanique et les corps célestes, eux, étaient soumis à autre chose. D'une certaine manière, l'histoire se répète, car aujourd'hui, la mécanique quantique s'applique aux particules et la théorie de la relativité s'applique aux corps célestes. Aujourd'hui, personne n'arrive à faire ça. Là, on n'arrive pas à mettre ensemble la relativité, qu'elle soit restreinte ou générale, avec la mécanique quantique. Enfin, on n'a pas de théorie finie qui englobe ces deux trucs-là. Les lois de la physique demeurent les mêmes, quelle que soit la dimension de l'objet sur lequel elles s'appliquent, que cet objet soit infiniment grand ou infiniment petit. Cela signifie que l'une des deux théories, la théorie de la relativité ou la mécanique quantique, est fausse. Signalons que la mécanique néo-newtonienne, basée sur un temps universel, est compatible à la fois avec la mécanique quantique des particules et avec la mécanique à très grande vitesse des corps célestes. Et bien sûr avec la mécanique newtonienne de tous les jours. Donc si j'ai bien compris, la mécanique néo-newtonienne c'est la mécanique newtonienne avec une masse inerte différente de la masse gravitationnelle. Je suis désolé d'assister, mais n'avez pas une seule expérience en laboratoire à proposer où l'on puisse faire varier les paramètres. L'expérience de Michelson et Morley, par exemple, qui ont donné un résultat négatif. Cela a donné un résultat négatif pour mettre en évidence l'éther. Mais ce n'est pas parce que la théorie de l'éther est fausse que la théorie de la relativité est vraie. Surtout, l'expérience de Michelson et Morley ne concerne que la relativité restreinte, mais n'a rien à voir avec la relativité générale qui traite de la gravitation. Nous allons maintenant clôturer ce débat. La théorie de la relativité générale s'appuie sur des observations astronomiques, mais il n'a pas été cité une seule vraie expérience en laboratoire pour la prouver. Mais ne pourrait-on rouvrir ce débat en essayant d'en savoir un peu plus sur cette mécanique néo-newtonienne ?